Japan's getting worked up about the visit of President Eisenhower. A snake dance outside the US Embassy was the left-wingers' way of protesting against it and against the US-Japanese Defense Treaty. Il y a plus de 50 ans, une génération de jeunes japonais se leva pour défier le monde qui les entourait. Un monde où les États-Unis régnaient en maître et où l'ombre de la guerre froide façonnait l'avenir. Un monde où le Japon, à peine relevé de sa défaite, vivait sous l'emprise de son passé tout en cherchant à s'intégrer dans la modernité. La jeunesse étudiante particulièrement rêvait d'un changement. Dans les années 60, les mouvements sociaux prenaient forme. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette époque de lutte, de radicalité et de contestation ? Comment ces événements ont-ils transformé le militantisme japonais et au-delà, la perception du militantisme dans une société marquée par la discipline et l'harmonie ? Une époque révolue, où l'écho des manifestations du passé résonne encore sous la surface d'une société disciplinée et obsédée par la paix sociale. L'histoire de ces luttes reste marquée au fer rouge dans la culture japonaise. Ce reportage mené par notre équipe cherche à comprendre comment la révolte des années 60 a laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective du Japon, mais aussi pourquoi la contestation, aujourd'hui, semble à peine perceptible. Sin is not the same for them as it is for us. The greatest sin in Japan is to violate the social codes. Unlike America, the family doesn't protect the child from the scorn of society. It blames the child for having brought shame on the family. « 1945. La fin d'une guerre, l'humiliation d'une défaite. Le Japon, un empire qui se prosterne devant la puissance des Alliés, se retrouve sous contrôle américain. La victoire des États-Unis n'est pas simplement militaire, elle est politique et surtout idéologique. C'est la naissance d'un nouveau Japon, un pays où les forces occupantes imposent une série de réformes radicales. Le 2 octobre, la mise en place du Supreme Commander of the Allied Powers transforme la nation, effaçant les vestiges du passé militaire et l'engageant sur la voie de la démocratisation. Une nouvelle constitution voit le jour, une constitution pacifiste, qui tourne la page du militarisme et impose un Japon désarmé,
sous l'œil vigilant des États-Unis. Mais ce contrôle, c'est aussi une profonde transformation, une nation remodelée à l'image d'une guerre froide qui prend racine. Une guerre où le Japon devient l'avant-poste de la lutte contre le communisme en Asie. Entre 1949 et 1950, une purge sévère chasse les communistes et les dissidents. Une scène qui plonge la société dans l'incertitude. Les États-Unis, toujours présents, soutiennent la montée en puissance d'un parti libéral-démocrate qui fera face à une opposition croissante. En 1955, le système de 55 est né. Un système où les conservateurs et le patronat se liguent sous l'influence directe de Washington. Mais en cette même année, l'ombre d'un homme s'impose, Kishi Nobusuke, un premier ministre dont le passé criminel fait sourciller, mais qui reste soutenu par les États-Unis. Cette alliance fait alors naître une opposition violente dans le pays. Dans les années 60, le Japon vit une croissance économique fulgurante, mais dans l'ombre, un fossé se creuse entre la jeunesse et la réalité mondiale. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la montée en puissance du communisme en Asie. La guerre froide s'invite jusque dans les rues japonaises. En 1960, le traité de coopération avec les États-Unis devient le symbole d'une soumission qui attise les flammes d'une contestation grandissante. Les étudiants, ces voix dissonantes, n'acceptent plus d'être les enfants dociles d'une politique d'occupation. Ce traité est plus qu'un simple accord diplomatique. Il incarne la soumission du Japon aux États-Unis. Une soumission insupportable pour une génération qui ne veut plus d'un pays sous tutelle. L'étincelle est allumée. Et la révolte, bien que née dans les rues universitaires, se transforme en un mouvement national. La contestation devient alors une empreinte indélébile. Janvier 1960. Le Japon se trouve à la croisée des chemins. Alors que l'économie s'élance vers une ère de prospérité, une autre bataille se joue dans les rues. 16 janvier. 4000 manifestants se rassemblent à l'aéroport de Tokyo pour tenter l'impossible. Empêcher la délégation japonaise de signer cet accord controversé à Washington, l'ANPO. C'est le début d'une lutte acharnée. Quelques mois plus tard, les tensions atteignent leur paroxysme. L'incident Aguerty, une confrontation brutale entre manifestants et représentants américains, enflamme le débat public. Un hélicoptère, celui des forces américaines, évacue le secrétaire du président des États-Unis, Aguerty, ainsi que l'ambassadeur américain du Japon, le général MacArthur. Cet écho populaire n'est pas simplement une démonstration de colère. C'est une rébellion contre un système jugé complice d'une domination étrangère. La jeunesse japonaise, emmenée par le groupe Zengakuren, ne veut plus être spectatrice. Elle devient actrice d'une lutte pour l'autonomie et la dignité nationale. 15 juin 1960. Ce jour-là, la révolte atteint son point de rupture. Une tentative désespérée de prendre d'assaut la Diète nationale rassemble près de 100 000 manifestants. L'espoir de stopper la ratification du traité ANPO est palpable, mais la violence éclate. Une étudiante, Kanba Michiko, perd la vie dans le tumulte. Son nom devient un symbole de cette lutte, un cri d'alerte dans un Japon divisé. Malgré tout, le traité est ratifié quelques jours plus tard, une victoire pour le gouvernement, restant indifférent à la blessure ouverte d'une génération. Les années qui suivent transforment cette révolte en un mouvement plus large, plus radical. La nouvelle gauche, Shinsayoku, prend forme, portée par une jeunesse en quête de renouveau. Mais les divisions internes et les échecs successifs sapent l'élan. L'occupation de l'université de Tokyo, les mobilisations dans 200 campus,
Tout culmine avec l'assaut brutal de l'auditorium Yasuda en 1969. Au début, les revendications sont claires. Le refus d'une augmentation des frais d'inscription, la dénonciation de l'ingérence américaine et un rejet de l'autoritarisme des élites politiques. Mais l'échec des grandes mobilisations, comme l'occupation de l'université de Tokyo ou des grèves étudiantes de 1968, alimente une frustration qui pousse certains militants à se tourner vers des actions plus violentes. Les espoirs révolutionnaires des étudiants se brisent, laissant la place à un militantisme marqué par les excès. Une page se tourne, laissant place à la radicalisation pour certains et à l'abandon pour d'autres. Déçus, désabusés, certains militants choisissent une voie radicale. Là où l'espoir d'une réforme pacifique s'efface, la violence prend racine. L'armée rouge japonaise, sous la direction de Shigenobu Fusako, devient le symbole de cette dérive. En 1972, un attentat suicide à l'aéroport de Tel Aviv frappe le monde entier. Ce geste marque non seulement l'internationalisation du terrorisme japonais, mais aussi une rupture définitive avec les idéaux d'origine. Cette même année, une autre tragédie frappe. Nagata Hiroko, vice-présidente de l'armée rouge unifiée, est condamnée pour son rôle dans l'affaire du chalet à sa main. Ce siège meurtrier, retransmis en direct à travers le Japon, incarne l'échec ultime d'un militantisme extrême. L'idéologie cède sous le poids de la violence et des divisions internes. La nouvelle gauche, autrefois visionnaire, s'éteint dans un tumulte de sang et de désespoir.1960年代に東京大学だったりいろんな大学で学生運動が行われてたっていうことは社会の授業で習ったことがあります。結構、詳しい内容とかは覚えてなくて、なんかどういう背景があって学生運動が起こったのかっていうのがわからないんですけど、でも、結構激しくてこう場合によっては武器だったりを使いながら政治と戦ってたっていうのは知ってるので、結構激しくて危険なイメージが強いかなと思います。Ces événements ont laissé une empreinte indélébile sur le Japon, comme une cicatrice discrète mais profonde. L'idéal d'une société ordonnée et paisible a volé en éclats. Ce modèle, perçu comme un bastion de l'harmonie et du consensus, s'est fissuré, révélant des fractures qui dérangent encore aujourd'hui. Karin Nishimura Poupée le souligne. Il y a envers le Japon une présomption de démocratie parfaite qui obère la parole de ceux qui dénoncent ces dérives.
ce mythe d'un Japon irréprochable marque une réalité plus sombre, celle d'un silence oppressant où ceux qui osent s'opposer sont marginalisés, leur voix absorbée dans l'immobilité d'une norme devenue étouffante. Dans ce calme apparent, le bruit des luttes passées s'estompe, mais il ne disparaît jamais vraiment. 1960年代に日本で起きたアクティビズムといえば安保闘争とか学生運動かと思いますが、正直私にはあまり知識がありません。大学受験をする時とか、その学校の試験のために勉強するぐらいで、自分の人生においての知識とか学びというふうにはあんまり記憶してません。ただその印象に残っているのは、当時の日本人は今の日本人と比べてかなりエネルギッシュだなというふうに思います。多くの国民に政治とか世の中のおかしいと思うことに対して声を上げる力が強かったんじゃないかなというふうに感じてます。友達と家族と政治や社会的な運動に関して話すことはあまりなくて、結構話題としてもタブーとされていることがあるかなと思います。政治の話とかは特に討論だったり喧嘩のもとになりやすい内容でもあると思うので、私はあまり話しません。Ce silence collectif a trouvé son point de rupture avec Fukushima. L'accident nucléaire de 2011 a agi comme un électrochoc, brisant l'illusion d'une société invulnérable. Le désastre a mis en lumière les failles d'un système qui, jusque-là, semblait inébranlable. Le gouvernement, pris de court, a vacillé, incapable d'offrir une réponse à la hauteur de l'urgence. Pendant des mois, les rues se sont remplies d'une colère sourde. Des manifestations contre la politique nucléaire, des appels à la démission des responsables politiques, une population qui, pour la première fois depuis des décennies, osait réclamer des comptes. Mais cette énergie s'est éteinte avec le temps. Les protestations ont perdu en intensité. Les foules se sont dispersées. Et en 2021, lorsque les réacteurs nucléaires ont été relancés, cela a marqué bien plus qu'un retour au nucléaire. Cela a scellé un retour à une passivité collective, où les espoirs de changement semblaient avoir été balayés par le poids de l'immobilisme. 話したことはあんまりないと思います。例えばニュースとかで政治や環境、人権の話が取り上げられても、家族や友達とそのことについて意見を交わすことはほぼないと思います。あまりわからないっていうのが率直な感想なんですけど、日本ではあまりデモだったり政治的な集まりとかはあまりないので、そういうのを行ってると結構珍しいかなと思います。Cette résignation s'est infiltrée jusque dans les universités. Autrefois, foyer des grandes révoltes étudiantes, ces lieux sont aujourd'hui presque silencieux. Le militantisme, perçu comme un chemin semé d'embûches, a cédé la place à une prudence calculée. Respecter l'ordre, ne pas déranger l'équilibre fragile de la société, voilà la devise implicite de la jeunesse japonaise actuelle. Pourtant, ce repli sur soi n'est pas le fruit d'un désintérêt, mais d'une crainte, celle de s'élever contre un système qui valorise l'uniformité et punit la dissidence. 意識の高い人がすることとか、気持ちが強い人がすることというふうに思われていることが多いような気がします。世の中のために声を上げることに対して好意的な見方をされますが、その活動に実際に参加する人は他の国と比べて少ないと思います。今は社会の問題に対して諦めの気持ちを持っている人が多いかもしれません。Pourtant, sous cette surface immobile, des tensions existent toujours.
Elle s'exprime autrement, souvent dans l'ombre. Les sondages montrent un désenchantement profond face aux choix politiques, mais ce désaccord ne se traduit pas par des actions concrètes. L'indifférence est devenue une réponse. Ce silence collectif, qui pourrait sembler être une défaite, est peut-être aussi un signe d'une colère contenue, prête à éclater. Dans ce climat de résignation, la culture populaire a gardé vivante une flamme contestataire. Le rappeur ECD, véritable légende de la scène underground, était de ceux qui savaient dire ce que d'autres taisaient. Ces morceaux, empreints d'une critique sociale sans concession, ont marqué une génération. Ils ont créé un espace où l'indignation pouvait s'exprimer, où la dissidence pouvait respirer. Bien qu'il ait quitté ce monde en 2018, son héritage perdure. À travers des collectifs comme RC Succession ou d'autres mouvements protestataires, les thèmes qu'il abordait continuent d'être défendus. Sa voix, comme celle de ses artistes engagés, résonne encore dans les recoins discrets d'un Japon qui semble vouloir les ignorer. Au-delà de la scène musicale, des collectifs féministes et écologistes cherchent à réinventer les formes du militantisme. Le mouvement Human Liebe, autrefois pionnier dans la critique du patriarcat, inspire aujourd'hui de nouvelles initiatives qui mêlent justice sociale et environnementale. Ces actions, bien que fragmentées et souvent discrètes, témoignent d'un engagement profond. Elles rappellent que le militantisme japonais n'a jamais totalement disparu. Il a simplement changé de visage. Des mouvements radicaux, comme le collectif Shiroto no Ran, poursuivent également leur lutte, prônant une rupture totale avec le système actuel. Leur présence, bien qu'en marge, rappelle que la flamme de la révolte n'est jamais complètement éteinte. Et puis, il y a les invisibles, ceux que la société rejette, les sans-abri. Ces hommes et ces femmes, chassés des espaces publics pour préserver une image idéalisée de la ville, sont la preuve vivante des inégalités profondes qui rongent le Japon. Des groupes comme le Sohogidan, héritiers des luttes de gauche, s'efforcent de les défendre. Bien que ces initiatives aient mené à quelques avancées, la société continue de les ignorer, préférant fermer les yeux sur leur existence. Le Japon d'aujourd'hui, en surface apaisée, semble avoir tiré un voile pudique sur les tourments d'autrefois. Les grandes révoltes se sont éteintes, les slogans criés à plein poumon se sont tus. Mais dans l'air flotte encore un parfum chargé d'histoire. L'héritage de ces luttes passées, ces révolutions parfois bruyantes, souvent silencieuses, ont laissé leur empreinte, sculptant la société japonaise telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ce passé ne s'efface pas. Il persiste, tapi dans les plis de la mémoire collective. Ce sont les murmures des femmes activistes, les combats des associations tenaces, les gestes d'un militant anonyme ou les mots inscrits dans une chanson engagée, qui sont autant de battements d'ailes de papier. Chacun d'eux, infime mais essentiel, ravive cet écho d'une époque révolue.
Il résonne encore, subtil, mais puissant, dans les consciences silencieuses du Japon, rappelant que même dans les moments d'apparente quiétude, les luttes continuent de vivre et continueront de vivre, comme des braises qui couvent sous la cendre. Get